Avocate de formation, elle œuvre depuis de nombreuses années en faveur de la santé publique. Elle a notamment travaillé chez Gavi, l'Alliance du vaccin, qui fournit des vaccins aux populations les plus pauvres dans le monde. Elle a été membre du conseil d'administration de CSR Europe, le premier réseau européen pour la durabilité et la responsabilité des entreprises. Après plusieurs années passées à différents postes dans des filiales de Sanofi, elle devient vice-présidente des affaires publiques monde chez Sanofi Specialty Care, spécialisée dans les biotechnologies. Et aujourd'hui, elle est directrice de la fondation Sanofi. Elle a également pris part à des initiatives pour promouvoir la diversité et l'inclusion en fondant plusieurs réseaux de femmes en France et aux États-Unis. Le groupe pharmaceutique Sanofi, vous connaissez forcément, c'est le leader des vaccins et de la santé animale et le numéro 3 mondial dans la santé grand public. Le groupe est présent dans plus d'une centaine de pays dans le monde et dispose de 112 sites industriels implantés dans 40 pays. J'ai le plaisir de recevoir pour ce podcast Demain vous appartient une dirigeante vraiment engagée, Vanina Laurent-Ledru. Bonjour. Bonjour Claire. Alors la première question que j'ai envie de te poser, Vanina, c'est à quel moment est né ton caractère engagé ? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été en toi ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec le temps au fil de tes expériences professionnelles ? J'ai envie de répondre oui, ça a toujours été présent et en même temps on est forcément nourri par ceux qui nous entourent et dans mon cas j'ai toujours eu cette volonté de me dépasser pour moi mais aussi pour les autres. Et je pense que ma famille, mes parents ont contribué à nourrir ça. Ils m'ont envoyé à 11 ans, par exemple, passer un mois aux États-Unis dans des camps pour jeunes pour construire la paix dans le monde. Et puis de cette expérience de jeune enfant, jeune adulte, j'ai aussi travaillé dans la société civile pour des forums pour la paix, pour comprendre l'histoire contemporaine et l'histoire de la résistance. De ceci, j'ai ensuite fondé des réseaux féminins. Parce que finalement, ce qui m'a toujours animée, c'est la force du collectif. Et j'ai toujours pensé que ce proverbe africain reflétait ce que j'avais envie de construire dans ma vie. Vous le connaissez sûrement, seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. On le connaît en effet. Et comment est-ce que tu es passée d'avocate, puisque je l'ai dit en intro, tu étais avocate de formation finalement, à des métiers d'intérêt général ? Alors très rapidement... j'ai compris qu'il y avait plusieurs chemins pour servir l'intérêt général et qu'il n'y avait pas qu'un secteur pour le faire, mais néanmoins du secteur, on va dire, hyper privé que représente le métier d'avocat, puisque je travaille en droit de la concurrence, en fusion-acquisition, donc vraiment sur le secteur économique. J'ai souhaité aller voir ce qui se passait côté secteur public. J'ai commencé à travailler pour cette belle organisation Gavi, qui est l'Alliance mondiale pour les vaccins, qui met donc des vaccins à disposition des 75 pays les plus pauvres de la planète. Et puis, j'avais souhaité faire ce saut parce qu'il me semblait très important de contribuer aussi à servir une cause. Et pour moi, il n'y a pas de cause plus noble que de servir la santé, puisque les Américains disent souvent « health is wealth ». On l'a vu avec le Covid, la santé, c'est la richesse, c'est la croissance, c'est ce qui permet à l'humanité de progresser. Et donc, j'ai toujours ensuite gardé ce deuxième fil rouge dans ma carrière, qui est celui de servir la santé publique. Alors, il y a un peu plus d'un an, la fondation Sanofi Espoir devenait un fonds de dotation. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez fait ce choix ? Comment est-ce que vous avez opéré ce passage de la fondation à un fonds de dotation et qu'est-ce que cela a changé finalement pour l'entreprise ? Alors d'abord, je pense que c'est important de dire que tout ça s'inscrit dans une stratégie globale vraiment de refonte de l'impact sociétal dans le groupe Sanofi. Et on a souhaité travailler sur un trépied en fait. Et pour nous, c'était très important de nous assurer qu'on pouvait contribuer à cette mission historique qui est, quand on travaille dans le secteur pharmaceutique, l'accès aux médicaments, de servir les populations les plus vulnérables sur l'accès aux médicaments. Et donc, pour répondre d'abord à cette mission, puis ensuite élargir et vraiment avoir un impact sociétal beaucoup plus important, nous avons constitué ce trépied avec un département RSE, donc responsabilité sociétale de l'entreprise, là, le fonds de dotation, et puis on a créé aussi une entité de santé globale avec un portefeuille de 30 médicaments. Et donc, en fait, on a créé ce continuum vraiment de l'impact sociétal. Et pour nous, c'est le marqueur de succès parce que ça veut dire qu'on inscrit notre philanthropie pas comme une galaxie séparée qui servirait des causes qui ne seraient pas connectées avec notre performance et ce qu'on essaye de faire comme entreprise. On a souhaité créer ce continuum vertueux pour s'assurer que tout ce qu'on crée
au service de l'impact sociétal vient nourrir la performance de l'entreprise et vice-versa, bien entendu, les deux ne pouvant aller que de pair. Et le fonds de dotation, c'est plus efficace qu'une fondation finalement? Alors le fonds de dotation, honnêtement, c'est un objet juridique différent. Ça nous permet une agilité et surtout pour nous d'avoir une gouvernance très ramassée au départ, puisqu'on souhaitait vraiment que nos dirigeants s'impliquent. Les dirigeants souhaitaient s'impliquer. Et donc le président directeur général du groupe Sanofi, Paul Hudson, et le président du conseil d'administration, qui vient d'être nommé Frédéric Oudéa, sont membres du conseil d'administration. Et pour ça, la structure fonds de dotation permettait d'aller très vite. La deuxième chose que permet un fonds de dotation, peut-être à plus long terme, c'est aussi d'aller chercher d'autres partenaires, de travailler vraiment, encore une fois, sur ce mode collaboratif. Mais au final, aujourd'hui, peu importe le cadre juridique, ce qui compte, c'est notre vraie structure, et on pourra en reparler peut-être sur le mode Think et Do Tank, et de vraiment avoir ce laboratoire d'idées qu'on a avec un groupe de personnalités de santé publique très engagées qui nous conseillent sur une thématique précise et qui vont d'ailleurs remettre un livre blanc. Donc c'est un groupe externe à l'entreprise. C'est un groupe externe à ça. l'entreprise, exactement. D'accord. De personnalités éminentes du monde de la santé publique, de présidents d'autres grandes fondations qui agissent au niveau international. Et le Do Tank qui est pour nous le moyen d'étendre l'impact de nos actions en travaillant avec l'engagement des salariés du groupe Sanofi notamment. Et donc cette structure laboratoire d'idées et action, parce que c'est plus qu'un laboratoire, c'est vraiment toute l'entreprise qui peut venir servir, ça nous permet d'être à la fois agile et en même temps très ambitieux sur nos actions, parce qu'on sait qu'on peut aller chercher de la compétence, on sait qu'on peut aller chercher de la ressource, bien au-delà des équipes d'un fonds de dotation. Pour revenir sur ta question originale, peu importe la structure, au final, c'est l'ambition qui prévaut et c'est ça qui nous anime. Et quel est le grand combat de ce fonds de dotation ? Alors, le grand combat du fonds de dotation, aujourd'hui, c'est vraiment autour des questions de santé et de climat. On a souhaité que le think tank dont je parlais à l'instant soit structuré sur cette question-là, et on l'a appelé le Collective Minds Climate Council en bon français, puisque ce think tank a pour objet vraiment de travailler sur cette thématique qui est encore très neuve, d'articuler la santé et le climat, et je pourrais l'expliquer plus tard. Mais la Fondation, en fait, s'engage au départ pour les populations vulnérables, pour créer un avenir en meilleure santé pour les générations à venir. Ça, c'est notre combat de base. Et ensuite, de façon plus particulière en ce moment, sur ces questions de santé et climat. Alors justement, tu parlais de l'articulation entre climat et santé. C'est pas forcément évident au premier abord. Est-ce que tu peux nous expliquer comment les deux sont reliés et comment on fait prendre conscience de l'urgence climatique et de son impact sur la santé des populations ? Bien sûr. La santé, finalement, c'est le visage humain du changement climatique. Pourquoi ? Parce que le changement climatique, les premiers impacts qu'il a, c'est d'abord sur la santé des gens. On le ressent quand on voit l'impact du changement climatique sur notre nutrition. Selon le Programme alimentaire mondial, le changement climatique, c'est une menace très importante sur la sécurité alimentaire et la nutrition. En ce moment, il y a 80 millions de personnes qui sont en train de mourir de faim dans la corne de l'Afrique. C'est de ça dont on parle. C'est en 2050 un risque de faim et de malnutrition qui va augmenter de 20% si on ne change pas nos attitudes. Le changement climatique, il a aussi un impact sur l'eau potable et sur l'accès à l'eau potable. Et donc, qu'est-ce que le changement climatique fait ? Il exacerbe le stress hydrique. Qui dit stress hydrique dit ressources extrêmement limitées. Et ensuite, ça développe un ensemble de maladies infectieuses qui ont des impacts en premier lieu sur la santé des populations. Et puis, le changement climatique, il est très connu pour avoir un impact aussi sur la qualité de l'air et sur l'air que nous respirons, et qui donc va causer ensuite une surmortalité. Et on estime aujourd'hui à 250 000 morts additionnelles par an qui sont liées au changement climatique. Mais si je dois partager un autre chiffre, je reviens là juste du sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Et ce sommet a pour objet de travailler sur une
refonte de l'architecture financière mondiale en prenant en compte les impacts du changement climatique. Il y a un chiffre qui m'a frappé, plutôt deux. Le premier, c'est qu'il y a 11 milliards de dollars qui sont consacrés chaque année à l'adaptation au changement climatique pour les pays les plus vulnérables. Donc 11 milliards de dollars de transferts vers ces pays pour les aider à s'adapter au changement climatique. On peut penser que c'est beaucoup. Et en fait, on sait maintenant que les Américains dépensent chaque année 4 fois plus juste pour nourrir leurs chiens et leurs chats. Donc c'est pour donner la mesure des enjeux. Et ces 250 000 morts additionnels, ce n'est rien peut-être en comparaison des 900 millions de réfugiés climatiques qu'on attend aussi d'ici à 2050 et qui ont déjà commencé. Donc en fait, c'est ces grandes connexions du changement climatique sur la santé des populations que nous regardons avec attention. Pourquoi ? Parce que nous sommes en premier lieu une entreprise de santé, le groupe Sanofi, et la mission de Foundation S, c'est encore une fois de créer cet avenir en meilleure santé pour les générations à venir. Et on ne peut le faire qu'en travaillant sur cette interdépendance du changement climatique et de la santé. Et donc, pour faire prendre conscience de l'urgence climatique et de son impact sur la santé, on essaye de faire trois choses. On essaye d'agiter, parce qu'au départ, c'est très important de faire comprendre cette connexion dont je viens de parler. On essaye aussi d'innover et de voir, nous, quelles solutions, avec notre mécénat, on peut apporter. Et puis, on essaye d'orchestrer, parce qu'au final, on sait très bien que ce qui va faire changer la donne, c'est des politiques publiques engagées, et qu'on est obligé, encore une fois, là, de travailler en collectif pour faire face aux menaces immédiates auxquelles nous sommes confrontés. Donc agiter, innover, orchestrer, finalement, c'est les fondamentaux quand on veut travailler sur la théorie du changement. Quand on travaille sur de l'impact sociétal, on regarde toujours quel changement on veut atteindre et comment est-ce qu'on y arrive. Mais ici, c'est pour nous essentiel de rajouter ce mode orchestration à ce qu'on fait. Oui, donc vous travaillez aussi en lien avec les acteurs publics. Absolument. Vous avez des partenariats, comment ça se passe ? Alors avec les acteurs publics, en fait, on a la chance de pouvoir avoir une écoute sur ces sujets qui augmentent de jour en jour, je dirais, sur ce pacte pour une nouvelle gouvernance financière mondiale. Il y a par exemple eu une table ronde avec la secrétaire d'État française, Madame Chrysoula Zakharopoulou, secrétaire d'État au développement, à la francophonie et aux partenariats internationaux, qui est venue parler. Et elle est venue parler, mais elle est venue parler aussi avec tous les autres responsables de grands fonds de santé publique, qui sont par exemple le Fonds mondial pour le sida, le paludisme, la tuberculose et d'autres. Et ça, c'est un symbole important parce que ça veut dire que les États commencent à se saisir de cette urgence et savent qu'en fait, on ne va pas pouvoir continuer à financer de l'aide publique au développement sans se saisir du thème de la santé. Si je reviens sur mon chiffre des 11 milliards de dollars, les 11 milliards de dollars, aujourd'hui, il n'y a que 5% de cette manne, si on peut la qualifier comme telle, qui vont vers de la santé. Donc, en fait, la santé est le parent pauvre du changement climatique, elle est vraiment complètement isolée et on a besoin de reconnecter dans une approche une seule santé. Et ça, c'est ce que le politique permet de faire et donc il est essentiel de travailler ensemble pour arriver à ce changement systémique. On travaille aussi avec les acteurs publics, par exemple, il y aura un forum qui va se tenir à Lyon du 5 au 7 juillet avec l'Agence française de développement. Parce que là encore, on ne peut travailler pour ces questions essentielles que de concert avec ces acteurs publics aussi qui donc jouent un rôle essentiel. Absolument. Et vous luttez aussi contre le cancer infantile grâce au programme My Child Matters. Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne ce programme ? Quels sont les pays concernés ? Alors le cancer des enfants, c'est quelque chose que tout le monde a quelque part dans un coin de sa tête et en même temps pour lequel on n'arrive pas bien à mettre un cadre logique. Je m'explique. Toutes les 3 minutes, c'est un enfant qui meurt d'un cancer dans le monde. Toutes les 3 minutes. Le cancer, c'est aussi la première cause de mortalité par maladie des enfants et des adolescents. Mais nous, en France, on ne voit peut-être plus beaucoup, heureusement, d'enfants mourir de cancer, parce qu'en France, on arrive à guérir 80% des enfants qui meurent d'un cancer. Et on a réussi ça grâce à l'innovation, par les médicaments, grâce au traitement.
En Afrique subsaharienne, c'est 12% le taux de survie. Donc on a aujourd'hui un décalage d'espérance de vie gigantesque entre les pays qui sont nés du bon côté et les pays qui n'ont pas eu la chance d'avoir un système de santé assez fort pour leur donner une chance de survie dans leurs premières années de vie. Donc voilà où on en est. Donc notre objectif, il est simple, c'est d'accompagner l'ambition de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui vise de donner à tous les enfants du monde un taux de survie de 60% d'ici à 2030. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire rééquilibrer un peu la balance. Et donc on travaille sur un programme basé sur 6 piliers qui vont du diagnostic, parce que le premier problème, c'est déjà d'identifier qu'un enfant est atteint de cancer, et qui va jusqu'aux soins palliatifs. Et donc pour travailler toute cette chaîne, le maillon essentiel, ce sont les professionnels de santé, les médecins, bien sûr, mais aussi les infirmières, aussi les manipulateurs radio. Et donc, nous fournissons beaucoup de projets, de budget pour des projets de formation de personnel de santé. Mais voilà, j'allais te demander l'apport concret. Donc, du coup, c'est un apport financier, mais c'est aussi un apport en formation. Exactement. Alors, l'apport financier, il est essentiel puisque nous sommes une fondation distributive. Donc, on finance vraiment de la formation de personnel de santé. On finance des programmes qui visent par exemple à rapprocher des enfants malades du domicile de leurs parents. C'est très important. On l'a fait au Paraguay, au Honduras, en Thaïlande, au Sénégal. Les soins palliatifs, j'étais au Kenya en décembre et nous avons ouvert un nouveau programme au Kenya avec le premier centre pour soins palliatifs pour les enfants. Mais on l'a déjà fait au Guatemala, en Thaïlande, au Sénégal. Et puis, au-delà des soins palliatifs, ce qui est essentiel aussi, c'est de former les soignants à la prise en charge de la douleur, ainsi que les familles, les parents des enfants. Donc, nous finançons aussi beaucoup de programmes là-dessus. Et puis, enfin, pour savoir si on arrive à s'approcher de ce taux de 60% de taux de survie des enfants, il faut qu'on ait des registres. Parce que sans documentation, sans un suivi rigoureux des enfants, on ne sait pas ce qu'on peut améliorer. Est-ce que c'est plutôt du diagnostic ? Est-ce que c'est plutôt de la prise en charge ? Est-ce que c'est plutôt des maisons des parents ? Donc, on a aussi besoin de financer des registres sur les cancers de l'enfant pour mieux comprendre le fardeau de la maladie, pour œuvrer pour, au final, des politiques de santé qui vont vraiment soutenir, accompagner les soins des enfants atteints de cancer. Et ça, par exemple, on l'a mis en place en Colombie, en Équateur, avec beaucoup de succès. Mais on a besoin de répliquer ça maintenant dans des pays, notamment africains. Est-ce que tu peux nous dire quel est le bilan après un an d'existence du fonds de dotation ? Alors, je vais te donner un bilan après un an d'existence, mais sur le programme My Child Matters, je tiens vraiment à rendre hommage à tout le travail qui a été fait par la fondation précédente du groupe Sanofi, puisque nous ne démarrons pas de nulle part. Et le programme My Child Matters a 12 ans aujourd'hui. Et donc, en 12 ans, c'est 141 000 enfants qui ont été pris en charge. C'est 42 000 professionnels de santé qui ont été formés. Et l'année dernière, nous avons décidé de donner un nouveau souffle, une grande accélération à ce programme. Et donc maintenant, nous sommes en partenariat avec 31 organisations. On a mis en place une plateforme d'open data pour mettre à disposition de tous ceux qui ont bénéficié du programme et aussi tous ceux qui sont intéressés par cette question du cancer des enfants, les projets qui ont été financés, les professionnels de santé, les communautés dans lesquelles il y a eu une prise en charge, parce que en fait, ce qui est essentiel pour les parents quand ils se retrouvent complètement démunis face à un diagnostic, c'est de savoir à qui s'adresser. Il y a excessivement peu de professionnels de santé qualifiés dans les pays les plus vulnérables, et donc de pouvoir guider, peut-être pas les parents qui iront directement voir sur cette plateforme, mais les professionnels de santé, les sachants qui puissent rediriger l'information, ça c'est essentiel. Et on a vu par exemple que cette plateforme a été reprise par la Société scientifique internationale d'oncologie pédiatrique, donc vraiment les professionnels qui s'en servent maintenant pour établir des flux de patients. Et ça, c'est une grande satisfaction parce que ça veut dire que le travail s'est inscrit dans une durabilité vraiment importante et qu'il est, encore une fois, en partenariat avec ces 31 organisations majeures. Donc ça, c'est le bilan de ce programme spécifique, My Child Matters. On voit qu'il y a ce besoin de toute façon d'évaluer les programmes, d'évaluer les actions de la Fondation.
donc du fonds de dotation maintenant. Est-ce que tu as un bilan, bilan global, voilà, un an après le passage au fonds de dotation? Bien sûr, donc un an après ce passage, c'est la même ambition qui a prévalu que celle pour le programme My Child Matter, c'est de dire de passer d'une approche peut-être un peu réactive auparavant à une approche beaucoup plus proactive. La première chose qu'on a vraiment impacté avec ce mode proactif, c'est l'aide humanitaire et le don de médicaments. Puisque Foundation S, en fait, est structuré autour de 4 programmes. J'ai parlé du programme Action climatique et résilience sanitaire. J'ai parlé du programme Cancer des enfants. On a aussi un programme sur l'élimination de la maladie du sommeil et l'accompagnement de maladies tropicales négligées. J'y reviendrai dans une seconde. Et le dernier, c'est tout ce qui est aide humanitaire et don de médicaments. Donc sur l'aide humanitaire, l'année dernière, on a touché 23 millions de vies. On a donné 48 millions de traitements. Donc ces 48 millions de traitements, c'est une accélération gigantesque par rapport à ce qu'on faisait auparavant. Donc c'est vraiment la première fierté en un an. La deuxième, c'est de dire pour les maladies tropicales négligées, donc qui sont des maladies que nous ne voyons pas en France, mais qui existent dans les pays du Sud, on a besoin de rester mobilisés parce qu'on les appelle négligées souvent parce qu'elles n'ont pas vraiment une vraie place médiatique, parce que comme ça touche principalement des populations reculées dans des pays du Sud, les gens n'y font pas tellement attention. Et est-ce que ce sont des maladies pour lesquelles il n'y a pas de traitement? Exactement. Et pour nous, l'enjeu, c'était de dire on va développer des traitements. Et pour la maladie du sommeil, qui est une maladie transmise par la mouche tsetse, qui est maintenant prévalente uniquement dans quelques pays d'Afrique grâce à une politique de don de médicaments qu'on a menée depuis de longues années, on a du mal à se dire on peut l'éliminer aujourd'hui chez l'homme avec l'arsenal qu'on a. Et donc, partant de ce constat, on a travaillé avec une organisation caritative qui s'appelle DNDI, Drug for Neglected Disease Innovation. Et on a fait d'énormes progrès avec des thérapies innovantes. Et là, nous sommes très très près de lancer un nouveau médicament qui pourra éliminer la maladie chez l'homme d'ici à 2030. Et ça, c'est aussi ce qu'on est capable d'apporter. Et Foundation S a pris l'engagement de donner les médicaments jusqu'à élimination complète de la maladie. Et y compris bien sûr avec ce nouveau traitement. Donc c'est ce genre d'action qu'on peut conduire aussi, là encore, en travaillant sur ce que nous connaissons comme groupe Sanofi, c'est-à-dire la santé et l'innovation en santé. Et puis enfin, les derniers progrès, c'est sur ce programme climat et santé. Nous avons choisi de travailler sur, là encore, une approche en 3 temps. Le premier temps, c'est de dire on doit travailler avec les communautés qui sont les plus impactées par le changement climatique. Les communautés les plus impactées par le changement climatique, elles habitent dans des pays comme le Bangladesh, elles habitent en Afrique, elles habitent dans le reste de l'Asie du Sud-Est, un peu en Amérique latine. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ces communautés-là? Donc, on a lancé un appel à projets, on a reçu 137 projets. Et ce matin, là, je sors du comité d'experts qui a validé les projets. Et c'est vraiment cette approche très communauté dépendante et local knows best qui a prévalu. On a mis ensuite un deuxième temps en place, c'est celui de créer des organisations grands frères, grandes sœurs, si vous voulez, pour travailler à élaborer une structuration solide et de l'évaluation d'impact. Et puis le dernier temps, c'est des partenariats plus stratégiques. Parce que comme je le disais, il faut qu'on innove, qu'on orchestre et qu'on agite sur cette question du changement climatique et de son impact sur la santé. Et donc là, on travaille aussi avec des organisations beaucoup plus internationales qui ont une voix au chapitre et qui peuvent porter ce message. Et donc, en première année, voilà, on est, par exemple, le premier programme qu'on a financé très tôt, c'était au Bangladesh. Et il faut savoir qu'au Bangladesh, il y avait 3-4 inondations par an dues à la mousson. Mais les personnes savaient gérer ces inondations. Avec le changement climatique, ils font face à 2 phénomènes. Le premier, c'est une accélération de ces temps de mousson, en fait des pluies battantes, et la montée des eaux. Et qu'est-ce que ça cause? Ça cause en fait que les gens qui vivent sur les Chars, c'est ces îles alluviales au milieu du delta, voient tous leurs biens, tous
toute leur culture emportée à chaque inondation, en plus de la salinisation des eaux qui commence. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, 5, 6, 7 fois par an, l'année dernière c'était même 8, ils doivent tout reconstruire, tout recommencer. Et donc, les postes de santé disparaissent, les cultures disparaissent. Et donc, ce qu'on a essayé de financer, c'est un bateau hôpital qui permet d'atteindre et d'offrir des soins de santé à ces communautés qui vivent dans ces îles alluviales les plus reculées. Et en sus du bateau hôpital, c'est de financer un système de santé à 3 tiers avec des postes satellites qui vont visiter les gens. Et puis enfin, l'élévation des postes de santé et aussi de tout ce qui touche à l'école pour ne pas avoir à tout reconstruire à chaque inondation. Donc c'est des programmes très pragmatiques, là encore centrés sur l'approche communautaire qu'on a essayé de financer en première année. Alors on constate aujourd'hui que les besoins de solidarité ne cessent de croître face aux multiples crises. Je pense aux guerres, je pense aux crises sanitaires, à la crise climatique. Quelle solution peut apporter la philanthropie face à ces enjeux, et est-ce que on n'est pas un peu tiraillé quand on est à un poste comme le tien entre les combats, on va dire les combats de fond que vous menez, hein, t'en parles des combats qu'on mène depuis 12 ans, 15 ans, et puis les urgences en fait qui arrivent, je pense à la guerre en Ukraine, à la crise du Covid, comment on gère en gros ce long terme et puis ces urgences qui arrivent? Alors, je pense qu'aujourd'hui, en effet, tu as raison, le nombre de crises humanitaires continue d'augmenter en raison notamment de ces conflits prolongés, de l'aggravation de catastrophes liées au climat. On sait par exemple qu'en 2023, il y a 340 millions de personnes dans 69 pays qui ont besoin d'aide humanitaire. 340 millions, c'est 65 millions de plus que l'année dernière seulement. Donc cette augmentation, on la voit partout et pour tout. Et pour moi, c'est là que la philanthropie corporative, c'est un levier précieux parce que justement, elle a une agilité qui nous permet d'avoir un effet de levier et de mobilisation, ce dont je parlais tout à l'heure, parce qu'en travaillant avec des partenaires, on arrive à créer soit des nouvelles structures, soit des nouvelles façons de fonctionner. Sur ce sujet particulièrement, un des grands moments depuis la création de Foundation S, ça a été le lancement d'une alliance. En bon français, là encore, Health Emergency Alliance, l'alliance pour les urgences en matière de santé, et qu'on a créé en partenariat avec la fondation de l'OMS. Et donc, cette nouvelle alliance, ça s'inscrit tout à fait dans la perspective et le besoin de repenser nos modes d'action et d'allier le développement et l'humanitaire, ou de pouvoir s'assurer que ce qu'on fait sur notre approche humanitaire s'inscrit vraiment dans les politiques de développement. Et pour nous, c'est essentiel d'arriver aussi à embarquer d'autres acteurs. Et tu me posais la question sur qu'est-ce que la philanthropie peut apporter face à ces enjeux. Un exemple très concret, ce sommet pour un nouveau pacte financier mondial, c'était l'occasion d'avoir plus de 60 pays qui viennent à Paris, les dirigeants de ces 60 gouvernements, 200 organisations qui sont rassemblées en plus. Et on a travaillé avec plusieurs fondations privées pour créer un communiqué. Donc un communiqué en soi, ça peut paraître pas grand-chose, mais ce communiqué, il dit que les fondations privées vont s'engager à mettre beaucoup plus d'argent sur le climat, et notamment son impact sur la santé, et qu'elles s'engagent aussi à documenter ses actions. Et ce communiqué, il fait partie des conclusions officielles du sommet. Il est repris par toutes les grandes fondations qui ont vraiment une action sur ces enjeux de développement et d'aide humanitaire pour les populations. Et donc c'est là, quand on travaille vraiment en mode collectif, qu'on arrive à dépasser les clivages et à faire vraiment qu'une accélération soit donnée, et la philanthropie et l'aiguillon en fait qui permet de lancer ça. Je voudrais qu'on dise un mot de l'association Tulip, dont la mission est de donner des produits de santé pour répondre en urgence aux besoins des populations qui sont en détresse. Je sais que vous travaillez avec chez Sanofi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce partenariat et quel est le rôle de chacun? Bien sûr. Alors Tulip, c'est, comme tu l'as rappelé, l'organisation qui rassemble les dons de médicaments des acteurs français et qui ensuite collabore avec des organisations non gouvernementales pour acheminer ces médicaments dans les zones de conflit, dans les zones de besoins humanitaires, dans les zones de catastrophes naturelles. Et donc, par exemple,
nous avons travaillé de façon extrêmement étroite avec Tulip pour le conflit en Ukraine. On a par exemple fait une opération par semaine depuis le début de la guerre, entre du don de médicaments, du don de vaccins et de l'aide d'urgence. Mais Tulip ne travaille pas qu'en Ukraine. Tulip, c'est une organisation qui est aussi un garant que les médicaments répondent à un besoin précis, défini. C'est un garant de la distribution. Il y a un pharmacien responsable qui permet vraiment d'avoir une traçabilité parfaite. Et puis on a vu aussi que dans certaines crises, des afflux de dons ne trouvent pas forcément le bon récipiendaire. Et donc c'est essentiel d'avoir des canaux qui sachent où être efficace, avec qui être efficace et ensuite comment tracer encore une fois l'utilisation de ces médicaments. C'est ça que Tulip permet aujourd'hui. Et on a travaillé par exemple avec Tulip sur des situations, j'ai mentionné l'Ukraine, mais aussi variées, que des crises silencieuses. Par exemple au Sri Lanka, l'été dernier, le système de santé était en train d'imploser littéralement. Pourquoi ? Parce que le pays était en rupture budgétaire, les professionnels de santé n'étaient plus payés, les médicaments n'arrivaient plus dans le pays. Et donc il a été essentiel de stabiliser, tant que faire se peut, le système de santé, parce qu'une fois qu'un système de santé tombe, c'est vraiment un pays qui tombe. On le voit au Soudan en ce moment. Et donc là aussi, on a travaillé pour faire arriver des médicaments dans les pays limitrophes du Soudan pour que le Soudan puisse bénéficier au moins de médicaments essentiels. On a travaillé pour le Liban aussi. Et donc, à chaque fois, ce sont des géographies diverses et variées, mais où on est capable de se mobiliser très rapidement, d'identifier précisément les besoins de la population. Et Tulip permet, encore une fois, un acheminement dans les meilleures conditions possibles et la meilleure traçabilité possible. Et vous travaillez dans des pays, vous agissez dans des pays où Sanofi est présent, ou est-ce que vous intervenez aussi dans des... Ah non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment partout dans le monde. Partout dans le monde. Et la fondation n'a aucune restriction géographique, c'est-à-dire que nous avons, dans notre ambition, vraiment une volonté de servir les pays les plus vulnérables aujourd'hui, donc les pays qui sont à bas et à moyen taux de revenus. Et il n'y a aucun critère qui nous applique. Parce que tu cites énormément de pays, du coup, oui. Mais comme votre implantation est large, on a dit que le groupe était présent dans 40 pays. Voilà, je me posais la question. On va parler des salariés. Chez Cannes, l'agence de conseil en RSE que j'ai créée, on porte la conviction qu'il n'y a pas de politique RSE réussie sans des salariés qui adhèrent à cette politique RSE, qui la portent, qui l'incarnent. Très concrètement, comment est-ce qu'on fait pour fédérer autour de valeurs communes, justement, quand on est présent dans plus de 40 pays, qu'on a plus de 100 000 collaborateurs dans le monde? Comment on fédère? Alors, on fédère parce que on travaille sur des valeurs communes. Pour nous, la mobilisation autour de Foundation S est impressionnante, elle continue de grandir. On utilise vraiment à plein nous utilisons à plein cette structuration de Think et Do Tank. Et en fait, c'est en expliquant aussi à nos collègues les missions sur lesquelles ils peuvent s'impliquer, en leur donnant à voir la réalité des conditions de vie des populations vulnérables dont je parlais, que ça leur permet de s'engager. Donc on a, là encore pour illustrer, vu cette mobilisation jouer à plein pour le début de la guerre en Ukraine et là jusqu'à maintenant, on a vu que les salariés ont non seulement collecté des fonds, ils se sont impliqués énormément parce que de faire arriver des médicaments en Ukraine, on a vraiment distribué de façon très importante, et une opération par semaine avec Tulip, ça veut dire qu'on a une mobilisation massive qui continue, et ça c'est grâce aux salariés dans tous les étages du groupe Sanofi qu'on arrive à le faire. Les salariés se sont mobilisés aussi financièrement. On a récolté par exemple 600 000 € extrêmement rapidement pour l'Ukraine grâce à un fonds d'abondement. Et puis on a aussi une plateforme qui s'appelle Je m'engage dans le groupe, qui permet à tous de prendre part à des activités de volontariat. Donc là on a pour le cancer des enfants maintenant une tradition qui commence à s'installer. On soutient une organisation française qui s'appelle Imagine for Margot, où on invite nos salariés à venir courir un dimanche de septembre, par exemple le 19, dans un magnifique endroit.
Et c'est grâce à des actions comme ça qu'on arrive à récolter du coup de l'argent pour des organisations qui nous tiennent vraiment à cœur, parce que Imagine for Margot, c'est une organisation magnifique en France. Mais on a aussi organisé par exemple des journées de volontariat et de préparation de cantines de médicaments chez Tulip. On a la possibilité de détacher des salariés sur des missions de conseils, de stratégie auprès d'organisations qu'on soutient. Et c'est ce que j'allais demander, est-ce qu'il y a du mécénat de compétences, il y a ce type de dispositif en place? Alors tout à fait, et le mécénat de compétences, c'est vraiment ce qui permet à Foundation S de fonctionner. Aujourd'hui, on a eu plus de 70 salariés qui nous ont donné de leur temps et de leur cœur pour étendre l'impact de nos actions. Et les chiffres que j'ai cités en 1 an d'existence, nous n'aurions jamais pu faire ça sans cette mobilisation extraordinaire de ces 70 personnes. Et comme je disais, ça va au-delà de ces 70 personnes, puisqu'on voit ensuite, au-delà du mécénat de compétences, les actions de volontariat et de bénévolat qui peuvent être mises en place. Et est-ce que tu sens que ça, c'est vraiment un élément de fierté pour les salariés et que ça permet, on parle beaucoup des problèmes de recrutement des entreprises, est-ce que c'est un élément qui permet de conserver les talents? Est-ce que c'est un élément qui permet d'en attirer de nouveaux? Alors, je pense que Foundation S, ça incarne complètement les valeurs de Sanofi en s'engageant dans des initiatives qui tentent de trouver des solutions à ces défis majeurs, que ce soit le changement climatique ou les défis sanitaires dont j'ai parlé. Donc oui, ça suscite évidemment une fierté chez nos salariés. On sent une adhésion quand on explique aussi ce qu'on fait. Après, je pense qu'il faut rester humble dans le sens où on a repensé complètement ce modèle. Donc on est encore sur le chemin avec les salariés pour expliquer au mieux ce qu'on fait, pour savoir aussi comment intégrer les bonnes volontés, parce que ça demande aussi une structuration, cette volonté d'engagement. Sur l'adhésion, l'intérêt des jeunes, clairement. Et toi, tu le constates, ça? Moi, je le constate personnellement. Ouais. Et puis, même dans les prises de parole que j'ai en externe, dans les personnes que je rencontre, c'est les premières questions qu'on pose, c'est... comment est-ce que du coup des jeunes générations que je connais, ou alors des jeunes eux-mêmes, viennent me voir et me disent moi j'ai envie de soutenir, j'ai envie de faire ça, et on trouve que ils contribuent activement à toutes nos actions, ils ont un impact très positif, et dans tout ce que j'ai cité, il y a énormément de Gen Z, Gen X qui sont présents, bien sûr. Je le disais en introduction, tu as monté un réseau de femmes à Lyon qui s'appelle Universel. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont ces missions, qui en sont les membres, et qu'est-ce qui t'a amené à l'origine à créer ce réseau? Alors Universel, c'était lors de mon premier job, et très rapidement s'est posé la question de l'équilibre vie professionnelle. Et donc j'ai co-créé ce réseau, à l'époque constitué de 50% de femmes étrangères, parce que pour moi il était essentiel d'allier 2 objectifs. Le premier, c'est de garder cette curiosité envers l'autre, au moment où les questions de maternité, de continuation de carrière professionnelle, de développement de carrière professionnelle se posaient, et où on a l'impression qu'on n'arrive plus à tout faire. Et puis, le deuxième objectif, c'était vraiment de bénéficier à plein de cet effet sororité, qui s'appelait peut-être pas comme ça il y a quelques années, mais personnellement, qui m'a apporté beaucoup, parce qu'il m'a permis d'apprendre d'autres générations de femmes. Il m'a permis aussi d'avoir vraiment une bulle où on peut être soi, où on peut être authentique, où on peut échanger sur les vraies questions, où on essaye de tout concilier, et où on se dit... on va toujours tout arriver à faire, et au final, où souvent on apprend qu'en fait c'est des curseurs qu'on déplace chaque jour, et que les vraies solutions on les porte déjà en soi, et qu'il n'y aura pas de recette magique. Donc ça, c'était un peu l'ambition d'Universel. Depuis, ça a beaucoup évolué, et l'équipe qui s'est mise en place après mon départ aux États-Unis a fait un job formidable pour aujourd'hui accompagner des femmes qui font bouger les lignes, qui sont chacune dans leur métier, actrices de changement, qui sont porteurs de cette volonté d'intérêt général. Et puis je parle rapidement d'un autre réseau que j'ai créé aussi aux États-Unis, qui s'appelle Boston Boost Her, parce que là encore c'est l'importance d'avoir cette curiosité, de fédérer là aussi des talents pour avoir une emprise sur les défis sociétaux qu'on voyait autour de nous. Et donc Boston Booster étant à Boston, on a naturellement profité à fond de l'univers académique extraordinaire avec Harvard, le MIT et d'autres
présent là-bas. Et ça a permis de jeter des ponts entre un monde académique qui parfois est un peu isolé et le monde de l'entreprise, et de venir nourrir ces femmes qui venaient en fait chercher un oxygène dont quelquefois on est privé quand on est pris dans une course professionnelle intense. Alors, dernière question avant de passer à notre deuxième séquence. Quelles sont selon toi les clés d'une politique de philanthropie réussie ? Est-ce que c'est la volonté ? Est-ce que ce sont les moyens financiers ? Est-ce que c'est avoir des idées, choisir de bons partenaires ? Pour moi, c'est un équilibre de tous ces éléments. En fait, ce qui est essentiel, c'est de dire qu'on ne peut pas avoir une attitude, je dirais presque post-colonialiste ou très premier monde. On doit d'abord être à l'écoute des communautés qu'on veut servir. Parce que la philanthropie, c'est d'abord une question d'intérêt général et de choisir de servir l'intérêt général. La deuxième, c'est aussi, dans toute la boîte à outils que tu as citée, c'est pour moi important d'allier la volonté politique en dernier lieu si on veut vraiment être acteur de changements profonds sur la société, parce que ça passe par là et qu'on doit se donner les moyens de nos actions. Et donc, de se limiter à une volonté de servir les communautés, mais sans vouloir dépasser le cadre existant, quelquefois ça me paraît un peu court. Alors, c'est ce qu'on essaye de faire. Souvent, on peut être trop ambitieux, mais au final, peut-être qu'il vaut mieux viser haut et chercher à atteindre les étoiles, on tombera toujours sur la Terre. Sans aucun doute. Et c'est vrai que tu le disais, il y a le monde public, il y a le secteur associatif, il y a le monde de l'entreprise. Et finalement, ce sont des mondes qui travaillent de plus en plus ensemble. Alors, on va passer, Vanina, à la séquence numéro 2 qui s'appelle du tac au tac. Il faut choisir entre deux réponses et il est interdit de répondre à les deux. Et je précise qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est parti. Est-ce que tu es plutôt bain ou douche ? Douche, forcément. Côte de bœuf ou tofu ? Ah, tofu, alors mariné. Tofu je mets ça à la mariné. cuisine végétarienne, mais avec un succès limité auprès de mes enfants, je dois dire. Plutôt plage ou piscine ? Montagne. Ah ben c'est la troisième qui me répond ça. Bon, je vais revoir mon questionnaire. Avion ou train ? Train, définitivement. Arrondi en caisse ou pourboire ? Arrondi en caisse avec le petit café pour la personne qui vient après. Gourde ou bouteille d'eau ? Alors, gourde, et on a beaucoup de chance. Sanofi est partenaire des JO 2024, donc j'ai une très belle gourde JO. Réunion en présentiel ou en distanciel ? Je trouve qu'il faut une combinaison des deux, mais je vais répondre présentiel parce que absolument rien ne remplace le contact. Est-ce que tu es plutôt livre ou liseuse ? Livre. Journaux papier ou tablette ? Papier quand c'est possible, en vraie tablette. Merci beaucoup pour ces réponses du tac au tac. On va passer à la troisième séquence qui s'intitule « S'il n'y en avait qu'une, ce serait celle-là ». Quelle est la mesure concrète prise dans le cadre de l'action de la Fondation et dans le cadre de tes fonctions qui a changé vraiment la donne pour le groupe et que tu recommanderais à tes homologues qui nous écoutent aujourd'hui ? Alors, j'ai pas envie de recommander une mesure parce que comme on agit peut-être pas que sur un cadre français, pour moi, ce qui me semble important, c'est plutôt le comment. Une méthode ? Ouais. Et en fait, c'est cette méthode qu'on voit fonctionner. C'est cette structuration en mode think et do tank. C'est cette force du collectif qu'on voit vraiment jouer à plein, que ce soit pour cette action climat-santé ou pour les maladies tropicales négligées, l'aide humanitaire. En fait, c'est vraiment cette méthode que je trouve qu'on ne peut que recommander. Le pouvoir du collectif, ça déplace les montagnes. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que moi, j'ai envie de me donner à fond parce que derrière, il y a ces communautés vulnérables, il y a les salariés du groupe Sanofi, il y a tous les gens qui œuvrent dans l'ombre pour faire changer ces politiques publiques dont on parlait. Et on ne peut pas s'arrêter en chemin. Et ça donne ce sentiment d'urgence, en fait, qui permet vraiment de changer la donne. Et ça, c'est une méthode, effectivement, que tous nos auditeurs peuvent appliquer. Merci beaucoup, Vanina, d'avoir accepté l'invitation. Ce podcast touche à sa fin. Je vais te laisser la parole pour le mot de la fin. Tu nous dis ce que tu veux en 1 minute, le grand message que tu veux passer à nos auditrices et à nos auditeurs. Finalement, si je retiens une chose de cette conversation, Claire, c'est que la curiosité prévaut et c'est en éveillant, on ne force pas la curiosité, finalement on l'éveille. Et c'est en l'éveillant partout et en tous qu'on arrive à vraiment être porteur de changement, qu'on arrive à rester aussi sain
et droit sur ses valeurs. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'essaye de porter, c'est de créer un avenir plus sain pour les générations à venir. Et ça ne peut fonctionner qu'en étant toujours curieux de l'autre et en gardant aussi une humilité et une empathie importante. Donc, curiosité et humilité, on retiendra ça, mais pas seulement. Merci beaucoup Vanina d'avoir accepté l'invitation, merci pour ta vision, merci d'avoir partagé ton expérience. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir une autre personnalité engagée, Pascal Demurger, le directeur général de la Maïf et coprésident du mouvement Impact France. Merci à tous. Merci pour cette invitation. Bonne journée. Merci.